Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette phrase n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, car le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Selon l'OMS, les personnes atteintes de troubles mentaux ou de fragilité mentale sont plus susceptibles de développer des cancers ou des maladies cardiaques. Alors, j'ai pas fait de recherche poussée sur ce domaine, mais je peux vous partager mon vécu, car je suis en fait actuellement en arrêt maladie pour anxiété généralisée. Je peux commencer par vous parler de mon enfance, en fait, où les premiers troubles de la santé mentale ont commencé. En maternelle, j'ai subi le harcèlement, la violence physique et psychologique par un enfant qui était avec moi donc, en maternelle. Et oui, ça peut commencer très tôt, à la fois les troubles de ce petit garçon et les troubles qui ont été créés chez moi, qui ont donc créé un repli sur moi, un mutisme, donc je ne parlais pas, j'étais vraiment terrorisée et manipulée, donc je n'avais pas le droit d'en parler, je n'en parlais pas, j'avais peur, j'avais honte, et je suis simplement rentrée en dépression. J'ai eu un suivi psychologique suite à ça, donc toute petite, qui m'a été très bénéfique. Le problème, c'est que s'en est suivi des grosses conséquences pour moi, donc j'ai développé une maladie auto-immune, donc je suis atteinte d'arthrite juvénile. On sait, c'est reconnu que ces maladies auto-immunes sont causées par le corps lui-même et la plupart du temps par des chocs émotionnels ou des troubles psychologiques. Je suis donc atteinte d'une maladie jusqu'à la fin de ma vie à cause de ce choc psychologique et de cette détresse de santé mentale que j'ai connue à la petite enfance. On est suivi aussi comme conséquence un gros blocage par rapport à l'école, des décrochages scolaires, des difficultés sur toute ma scolarité. Donc déjà pour ce premier point, pour la petite enfance, l'enfance en général, je tiens vraiment à souligner le fait d'être attentif aux enfants qui sont en isolement, qui sont renfermés, qui refusent de parler, de raconter, qui sont trop sages ou qu'on dit être dans la lune, voilà, qui sont toujours enfermés dans leur monde. Vraiment, il faut y prêter attention parce que ce sont généralement des comportements de dépression chez l'enfant. Ça peut paraître confortable pour les parents d'avoir un enfant qui est calme, qui joue tout seul, qui demande rien, qui dit rien, qui pleure pas, qui ne va pas s'exprimer justement. Mais c'est anormal chez un enfant s'il n'y a pas d'expression, parfois de colère. C'est signe que l'enfant a la totale maîtrise de ses émotions et est capable de s'exprimer. Ensuite, la santé mentale peut être atteinte bien sûr au travail, c'est là où on passe la plupart de notre temps en fait sur une journée. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Il y a la pression, la mauvaise communication, le manque de reconnaissance parfois, un licenciement qui peut vraiment produire une détresse psychologique et qui peut mener à une dépression. J'ai personnellement vécu donc, le licenciement économique l'année dernière, que j'ai en fait essayé de bien vivre au départ, pour tenir le coup, pour accepter la nouvelle et continuer d'avancer. Mais au fond de moi, évidemment, je l'ai tout de même très mal pris. Pour moi, ça a été un échec monumental. Ma sécurité s'est écroulée parce que c'était un CDI que j'avais réussi à avoir par mes propres moyens. J'avais accompli quelque chose. Ça m'a été retiré de force et ça a été quelque chose de très difficile, d'autant que j'appréciais mon travail. J'avais quand même de bons rapports avec mes collègues, avec ma hiérarchie. Même si tout n'était pas tout rose et tout facile et qu'il y avait parfois de la pression qui pouvait être compliquée à gérer, mais j'arrivais à trouver mon équilibre. En fait, je n'ai jamais accepté cette situation. Parfois au travail, on rencontre aussi le peu d'empathie, tout le système du travail. On peut se voir reprocher d'être faible, on peut nous le faire comprendre, qu'on n'est pas à la hauteur du poste, qu'on n'est pas assez fort,
que voilà, on est le maillon faible de l'équipe, ou bien qu'on est carrément un feignant, qu'on n'a pas envie de travailler et que c'est simplement une question de volonté. On est très vite considéré comme quelqu'un de faible, de naze, et ça vous détruit tout simplement, quoi. Suite à ce licenciement, j'ai pu me réorienter en fait et entrer dans une formation de reconversion. Il y a toujours des histoires de dates, de commissions à passer pour pouvoir valider si oui ou non vous avez le droit à une formation. Il faut que vous vous engagiez très vite dans une formation. Donc là c'est pareil, on ne prend pas du tout en compte vos besoins personnels, le besoin de temps, le besoin de réflexion. C'est quand même un très gros travail quand vous vous faites licencier et qu'on vous dit bah maintenant vous avez le droit à changer tout, allez-y. Et vous vous retrouvez là, ça peut être une grande chance, mais c'est aussi un gros problème parce que vous pouvez très bien, comme moi, vous dire mais je vais où? Je fais quoi? J'ai pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux refaire la même chose, est-ce que je veux changer, est-ce que j'étais vraiment à ma place? Et là vous avez toutes vos questions psychologiques qui sont chez vous depuis toujours, qui vont revenir, et tout ce que vous avez construit peut être remis en cause, et ça devient très compliqué en fait de s'y retrouver. Vous êtes perdu et personne ne vous soutient. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je n'ai eu aucun soutien, peut-être que je ne l'ai pas demandé, mais c'est vraiment très difficile en fait quand on est déjà en situation de faiblesse, déjà de s'en rendre compte, de l'accepter et de demander de l'aide. Et c'est vraiment pas évident pour quelqu'un qui est déjà en difficulté. Donc j'ai dû rapidement décider de faire une formation. Elle m'a été vendue comme une petite formation hop, sympa, histoire de valider un petit diplôme, d'être un peu plus spécialisée sur le marché du travail, et pouvoir mieux me recycler, et voilà. Et le problème c'est que je n'avais aucune idée de la difficulté qu'allait avoir cette formation. Bref, je vous passe les détails, les mensonges des commerciaux à l'organisme de formation. Ils m'ont très très mal orienté parce qu'au départ je voulais une formation plus basse, ils m'ont vendu une formation la plus difficile en me certifiant que ça serait le plus adapté, alors que pas du tout. Bref, j'ai commencé en fait à mi-parcours à faire des crises d'angoisse. J'ai fait une crise d'angoisse, j'ai cru que j'allais mourir en fait. J'ai commencé à m'étouffer, à plus pouvoir respirer. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs. Et le problème, c'est que ça a été un épisode ponctuel, mais l'angoisse s'est installée en profondeur en fait. Tous les jours, j'étais dans un contexte de stress, d'angoisse, d'objectifs inatteignables, d'échecs sans arrêt, tous les jours. Aucun soutien de la part de l'équipe de la formation. C'était voilà, une angoisse constante. Et lorsqu'a commencé donc la période de stage, donc c'était là normalement de fin août jusqu'à fin octobre, ça n'avait rien à voir avec le stage en lui-même, parce que les gens ont été accueillants, mais je n'en pouvais plus. Je venais de passer 6 mois de pression et c'était l'enfer pendant 6 mois, et là c'était encore une nouvelle étape, et j'en pouvais plus, et en fait j'étais en angoisse constante tous les jours. Là pour le coup c'était des crises d'angoisse tous les jours. J'étais obligée de respirer avant d'aller au stage parce qu'il fallait pas que ça se voie. J'avais des crises de pleurs. J'allais poser ma fille le matin à la crèche, et dès que je la laissais, je me mettais à pleurer. Je voulais pas y aller, je voulais pas être là. Je commençais à dire j'en avais marre de ma vie, j'en avais marre de cette situation. Je voulais pas être là, Et quand on commence à avoir ce sentiment d'en avoir marre de sa vie, marre de tout, de plus vouloir faire partie de ce monde parce qu'on ne trouve plus d'issue, on ne trouve pas de solution à notre problème, on est piégé. Et ça, c'est que vous commencez une dépression. Mon entourage
a commencé à me dire « mais là, ça va pas du tout, il faut que tu fasses quelque chose, va voir ton médecin ». Et j'ai fini par les écouter, donc au bout de 15 jours de stage seulement, je me suis décidée, je me suis dit il faut que j'aille faire quelque chose, parce que j'en étais venue à réfléchir à quel médicament ou quel produit, quelle substance, légale ou non, je pourrais prendre pour tenir le coup, pour m'échapper à cette situation ou pour forcer mon cerveau à apprendre et à y arriver alors que j'y arrivais pas. Enfin voilà, je commençais vraiment à chercher n'importe quelle solution et pour m'en sortir. Donc j'ai été voir mon médecin traitant, elle a tout de suite compris, elle a été hyper humaine, hyper compréhensive, donc je la remercierai jamais assez pour son écoute, ses conseils. Elle a été vraiment très accueillante et vraiment géniale avec moi et elle m'a clairement dit vous arrêtez ça et là vous n'êtes plus du tout en état d'avancée, donc je vous mets en arrêt, vous quittez cette formation, vous ne pouvez plus y aller, c'est pas possible, là vous êtes en angoisse, vous êtes en anxiété généralisée, donc voilà, j'ai été en arrêt maladie donc de début septembre jusqu'à début novembre. J'ai un suivi psychologique. Donc vraiment ce que j'aimerais faire ressortir de cette vidéo, c'est que on peut absolument tous être concernés par les troubles de la santé mentale. Il faut vraiment en parler autour de soi, à son médecin traitant, à un professionnel en psychologie. Se sentir seul et incompris, c'est vraiment le plus difficile dans ces troubles-là, dans tout ce qui est psychologique. C'est qu'on est vraiment seul avec soi-même, seul dans sa tête, et ça ne se voit pas. Donc l'essentiel, c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes qui sont capables de comprendre ce que vous ressentez. Si par exemple vous commencez à vous confier à votre médecin traitant, vous voyez qu'il est complètement fermé à ça, qui vous dit bon je vous file un cachet et puis ça ira mieux, n'hésitez pas à aller voir un autre médecin. Ce que j'aimerais aussi souligner encore une fois, c'est de bien prêter attention aux personnes et aux enfants qui sont dans l'isolement, en retrait et qui sont vraiment dans leur bulle. Attention à ces personnes-là qui sont probablement en détresse psychologique, voire déjà en dépression, même chez les enfants. Un point aussi extrêmement important que je voudrais aborder, c'est le ressentiment de la honte. Il ne faut jamais avoir honte d'avoir besoin d'aide ou d'avoir besoin de soutien. Même si je comprends tout à fait ce ressentiment parce que je l'ai moi-même. En fait, c'est vrai que quand on commence à se dire merde, en fait je vais pas bien, on se dit qu'on est faible, on se dit qu'on est une merde, on est complètement submergé et on se descend en fait nous-mêmes. Et non, vous n'êtes ni nul, ni faible, vous n'êtes pas une merde, vous n'êtes pas fou non plus, parce qu'on peut aussi encore l'entendre, même en 2019, si tu as besoin de soutien psychologique, c'est que tu es taré, voilà, alors que pas du tout. Vous avez seulement besoin d'aide, que ce soit ponctuel par rapport à une situation bien précise, et ça va passer en quelques semaines, en quelques mois, ou parfois en quelques jours, il suffit d'un déclic. Vous avez besoin simplement d'un soutien, de quelqu'un qui va pouvoir vous amener à trouver des solutions ou à changer de point de vue, et vous le méritez. Vraiment, la santé mentale peut être atteinte de maladies aussi réelles que les maladies plus physiques qui atteignent le corps et qui sont visibles. Il est vraiment essentiel de ne pas les négliger et de les soigner comme on soignerait son corps. Il faut soigner son esprit.